Oui, alors, je pense que vous aurez rectifié de vous-même. Nous ne sommes pas la société ICOMOS, nous sommes ICOMOS France, le Conseil international des monuments et des sites. J'en suis le secrétaire général, Samir Abdulak. Et cette année, nous avons prévu un programme très spécial avec un stand, comme d'habitude, mais avec un document qui sera proposé sur ce stand, qui est la synthèse d'un colloque récent sur ce thème, mais au niveau international, avec cette conférence, 2 tables rondes samedi après-midi, l'une sur une thématique du patrimoine et des territoires, l'autre sur le patrimoine comme moteur de développement en relation avec différents thèmes autour du développement local, du développement durable. Je ne vais pas m'attarder beaucoup. Je souhaitais excuser Philippe Bellaval, qui devait présider cette conférence. Malheureusement, Philippe Bellaval a dû s'excuser. Ce n'est pas qu'il a été appelé dans des contrées lointaines, c'est qu'il est très proche, mais qu'il accompagne la ministre qui est en train de visiter les stands. Nous avons donc sollicité Bénédicte Selslag, qui est elle-même administrateur d'ICOMOS Belgique et qui surtout a été secrétaire général d'ICOMOS International. On dit international, mais en fait c'est ICOMOS tout court. ICOMOS France n'est que le comité national. Donc elle était la secrétaire générale au moment du symposium qui a accompagné notre assemblée générale qui s'est déroulée il y a 2 ans à l'UNESCO. Les conclusions écrites et un CD-ROM viennent de sortir, ils sont sur le stand, c'est ce que je disais, mais il nous a semblé bon de vous en présenter un panorama général, et c'est Benjamin Mouton qui va vous être présenté par Bénédicte Selslag, qui a bien voulu s'en charger, mais quand même, Benjamin Mouton a été président d'ICOMOS France et il a été élu dernièrement vice-président d'ICOMOS International, et il est en particulier en charge des comités nationaux européens de l'ICOMOS. Alors, je passe la parole maintenant directement à Bénédicte Selslag, qui va vous présenter la manifestation, et Benjamin Mouton. Bonjour tout le monde, merci de participer à cette conférence. Permettez-moi de vous présenter l'ICOMOS en quelques mots. Plusieurs d'entre vous connaissent évidemment bien notre organisation, mais il y a peut-être des personnes qui la connaissent un peu moins bien. L'ICOMOS, c'est le Conseil international des monuments et des sites qui a été créé formellement en 1965 à la suite d'une 2e conférence des architectes et des techniciens de la préservation du patrimoine qui a eu lieu à Venise en 1964. Et en 1964, à cette conférence, ces techniciens et ces architectes du patrimoine ont adopté la charte de Venise qui a donné les fondements pour comment préserver le patrimoine. Comme nous sommes en France, je tiens tout de même à préciser qu'il y avait eu une première conférence de ces architectes et de ces techniciens du patrimoine qui a eu lieu ici à Paris dans les années 57. Voilà. Alors, comment l'ICOMOS est organisé et quel est son but ? L'idée, c'est de rassembler tous les professionnels et toutes les personnes qui sont intéressées par le patrimoine dans le monde entier et d'être une plateforme de dialogue
pour échanger d'expériences, pour savoir comment s'occuper du patrimoine. Donc notre association, qui est une organisation non gouvernementale, d'ailleurs régie sous la loi française, c'est une association loi 1901, cette association regroupe donc des personnes ayant divers métiers, des urbanistes, des architectes, mais aussi des juristes, des scientifiques et des personnes qui sont des décideurs dans leur ville ou dans leur village, etc. Et ce qui est important dans l'ICOMOS, c'est le I de notre sigle, parce qu'ICOMOS, c'est le Conseil international des monuments et des sites, ou International Council on Monuments and Sites. C'est donc d'offrir cette plateforme internationale de discussion et de réflexion aux professionnels du patrimoine. Alors, depuis de longues années, notre association s'est penchée sur le thème du patrimoine et comment le patrimoine est vu dans le cadre d'un projet de développement. Parce que le mouvement de la conservation du patrimoine a trouvé son plein essor dans les années 60 et 70, justement parce que beaucoup de quartiers et de villes et de paysages étaient menacés par des grands travaux d'infrastructure. Donc notre association, qui a une assemblée générale tous les 3 ans, a organisé plusieurs symposiums scientifiques sur le thème, mais il y a un symposium sur lequel on voudrait parler aujourd'hui. C'est celui qui a eu lieu en 2011 à Paris, en novembre 2011 à Paris, intitulé « Le patrimoine moteur de développement ». Et Benjamin Mouton en était le président du comité scientifique. Donc j'ai le très très grand plaisir de lui demander de vous présenter quelques éléments qui sont sortis de cet éclairage international de ce thème en 2011. Et je tiens à rappeler, comme M. Abdoulac vous l'a dit, c'est que cette conférence fait partie d'une trilogie. Samedi après-midi, à 4h moins le quart, il y a une suite à cette conférence qui sera axée sur les territoires urbains et ruraux. Et à 17h15, la troisième partie portera sur les territoires vivants. Voilà, j'ai le plaisir maintenant de passer la parole à Benjamin Mouton, qui est donc non seulement l'ancien président d'ICOMOS France, mais actuellement le vice-président d'ICOMOS au niveau international. Il est architecte en chef des monuments historiques et inspecteur général honoraire des monuments historiques. Merci. Je vais vous donner un éclairage davantage qu'une synthèse, voire évidemment davantage que la somme des actes de ce colloque qui a été extrêmement passionnant et dont vous aurez ici dans ce document que vous retrouverez au stand d'ICOMOS France, à la fois les actes et à la fois des éléments de synthèse présentés comme outil de travail pour la poursuite de la réflexion que ce symposium avait ouvert. Alors, le patrimoine, on le sait, est passé en l'espace de 2 siècles d'un statut de curiosité esthétique pour amateurs éclairés, pour antiquaires, à un statut d'ensemble plus compact, beaucoup plus complexe, comprenant les monuments historiques, les ensembles bâtis anciens, les paysages urbains et ruraux, le patrimoine vernaculaire, patrimoine protégé, pas forcément protégé, et possédant des valeurs matérielles à côté desquelles les valeurs immatérielles ont pris place, valeurs de diversité culturelle, valeurs d'écologie sociale, jusqu'à même parler de l'esprit des lieux, comme c'était le cas à Québec il y a un peu plus de 6 ans. Et dans un temps beaucoup plus court, qui intéresse principalement le XXe siècle, dans ces dernières décennies surtout, et puis évidemment le début du XXIe siècle, la société mondiale a évolué et s'est transformée d'une façon accélérée. C'est la mondialisation qui s'exprime de plus en plus progressivement en termes de normalisation et de banalisation, entraîne
des déséquilibres physiques, économiques, sociaux, des réactions profondes, violentes de rejet. Le développement, disait Primo Levi, comprend plus de naufragés que de passagers. Et déjà en 1952, à l'UNESCO, Claude Lévi-Strauss dénonçait le mouvement qui entraîne l'humanité vers une civilisation mondiale destructrice de ses particularismes, de ses valeurs esthétiques et spirituelles qui donnent son prix à la vie, et soulignait la nécessité, je cite, de préserver la diversité des cultures dans un monde menacé par la monotonie et l'uniformité. Depuis les années 1960, Françoise Choët appelle à un combat à déployer afin de poursuivre l'invention des particularités spirituelles et matérielles qui fondent la richesse de l'humanité. Mais en dépassant le stade de la sauvegarde des diversités culturelles, elle affirmait, je cite, « Le seul vrai problème auquel nous soyons confrontés aujourd'hui dans le cadre d'une société mondialisée est de continuer à produire des milieux humains sous peine de perdre cette fois, non pas notre identité culturelle, mais bien une identité humaine dont la diversité des cultures est l'indissociable condition. » Ça, c'était dans le patrimoine en question. Et si je mets cette image, c'est qu'elle me paraît assez désespérante parce qu'il y a comme si ce drame était accepté et que par l'intermédiaire de productions diverses, cinématographiques ou autres, ils deviennent banalisés, c'est-à-dire qu'ils perdent son caractère d'alerte. En 2011, Edgar Morin, sociologue, écrivait ce texte exceptionnel. Les perspectives d'avenir nécessitent la conservation de savoirs et de pratiques hérités du passé et de savoirs ancestraux. Et surtout, il nous faut conserver la vie de la planète, les diversités biologiques, humaines, continuer à nous émouvoir et à nous enrichir des trésors sublimes des grandes cultures et des grands penseurs. La photo que vous avez ici, c'est le château de Saché, qui est au bord de la Loire, et c'est là que habitait très souvent Balzac. Et Claude Lévi-Strauss d'exprimer cette admirable conclusion en forme de réveil. Il faut écouter le blé qui lève, encourager les potentialités secrètes, éveiller toutes les vocations à vivre ensemble que l'histoire tient en réserve. En résumé, cet intérêt croissant, ce besoin de patrimoine, est bien révélateur d'une société et de population qui se cherchent et qui appellent le patrimoine à leur secours. Mais surtout, qu'on ne s'y trompe pas. Il ne s'agit pas pour nous ici de revenir en arrière, d'exprimer des sentiments nostalgiques, des propositions rétrogrades ou de repli sur soi, qui s'exprimaient par cette formule « Back to the trees » qui était dans ce livre fameux de Roy Levis, « Pourquoi j'ai mangé mon père ». Il s'agit au contraire de retrouver ce capital d'expérience accumulé, génération après génération, et transmis patiemment en ordonnant l'organisation équilibrée des territoires, les dialogues entre villes et campagnes, la gestion prudente des ressources naturelles, l'art de bâtir et de se protéger du milieu climatique et naturel, tout en façonnant l'organisation des sociétés humaines, l'art de vivre et de vivre collectivement. Il s'agit de reprendre ce fil rouge qui nous avait guidés et que nous avons lâché un temps. Il s'agit de la construction d'un monde de demain qui ne reviendra pas en arrière, mais qui demande à retrouver ses repères, ses équilibres, ses sécurités, et qui trouvera dans le patrimoine les outils, les matériaux, les pensées et les connaissances pour y répondre. C'est là que de nouveaux enjeux et de nouveaux défis nous attendent. Voilà la réalité du patrimoine aujourd'hui et son rôle pour demain. Et vous avez compris que le rôle du patrimoine, tout d'un coup, est devenu capital. Le thème du patrimoine, moteur de développement, a été au centre du symposium de la 17e Assemblée générale d'ICOMOS à la fin du mois de novembre 2011, c'est-à-dire il y a 2 ans, presque exactement. Mais devant l'immensité du sujet, 4 domaines majeurs ont été abordés. 2 sont directement consacrés à la matérialité du patrimoine, c'est-à-dire organisation territoriale et mode constructif. Et puis 2 autres s'intéressent aux retombées du patrimoine. L'une concerne l'attraction touristique et l'autre est l'impact économique du patrimoine.
étant précisé que si la notion de patrimoine est assez cernée et identifiée, en revanche, celle de développement est entendue ici au sens de l'article 3 de la Déclaration universelle de l'UNESCO sur la diversité culturelle, qui date de 2001. J'ouvre les guillemets, la diversité culturelle, facteur de développement, le développement entendu non seulement en termes de croissance économique, mais aussi comme moyen d'accéder à une existence intellectuelle, affective, morale et spirituelle satisfaisante. Alors on comprend qu'il s'agit bien d'une approche organique, naturelle, vivante, qui remplace ou qui s'oppose aux recherches d'amélioration de richesse et de rentabilité économique. Pour être un peu caricatural, dans la première approche, on verra un retour à l'équilibre, alors que dans la seconde, on y verra plutôt des sources de rupture. Ce sont les conclusions de ce symposium qui a rassemblé près de 1200 participants, qui a entendu plus de 120 communications, qui sont rassemblées dans ce dossier de travail qui est édité par ICOMOS France et qui apporte donc au débat du Salon du patrimoine la contribution d'une matière de réflexion copieuse et consistante. Alors, si vous voulez bien, on va aborder très rapidement les 4 thèmes, d'une façon plus significative les 2 premiers. Je passerai peut-être plus rapidement sur les 2 autres, étant entendu que dans la limite horaire qui m'est consentie, ça va être un petit peu plutôt des synthèses que des développements. Patrimoine et développement territorial. Le transfert de plus en plus important vers les grandes métropoles des populations des campagnes ou des petites agglomérations plus ou moins en déshérence prend des proportions vertigineuses. Nos sociétés effacent à grande vitesse leur configuration territoriale. Et le grand défi de demain sera celui de l'urbanisation planétaire avec des chiffres terrifiants, notamment et surtout dans les pays en développement. 50% de la population mondiale était déjà devenue urbaine en 2007. Mais il faut savoir qu'en 2025, on en attend encore 1,27 milliard. La densité de plus de 15 000 habitants au kilomètre carré est d'ores et déjà atteinte dans 48 villes du monde, essentiellement dans les pays en développement. Les développements urbains qui en découlent alternent entre dérives autoritaires, image de gauche, ou plus souvent mode anarchique, image de droite, qui engendrent des conséquences graves, rupture d'échelle spatiale, rupture de relations sociales, perte de solidarité, inquiétude sécuritaire, sectaire, manifestations violentes, et puis rupture d'équilibre entre l'urbain, d'une part, qui focalise l'essentiel des préoccupations politiques et des investissements. On parle pratiquement plus que de la ville maintenant, vous avez remarqué, alors que le monde rural, où la question n'est déjà plus la désertification, mais maintenant le naufrage socio-économique et donc socio-culturel des populations oubliées, abandonnées. Les effets de récession économique sont maintes fois observés dans l'histoire avec son cortège de villes fantômes, d'exode de population, mais en général ce sont sur des modes temporaires et réversibles. Tel n'est plus le cas aujourd'hui, avec bien peu d'espoir de retour pour des villes comme Détroit aux États-Unis, la Nouvelle-Orléans, les cités minières ou sidérurgiques, ou celles qui ne se caractérisent par rien. Je cite Vierzon, je cite d'autres villes du centre de la France. Et le contraste sans cesse plus accentué entre l'arc maritime, entre océan et Méditerranée, qui concentre les effets de développement et d'activité, et le reste du territoire qui dérive peu à peu. Mais en face, on voit naître des exemples de revitalisation économique fondés sur l'activité artisanale, porteuse de marché, l'activité rurale et agricole qui se modernise et tente des rétablissements hardis et confiants, activité de reconquête, y compris de zones désertées, et qui s'appuie sur des compléments d'appui touristique de qualité. La maîtrise des territoires autrefois ordonnés
par des connaissances de très longue durée d'observation et d'expérience. Les chemins d'avalanche, les zones de crue, les terres inondables, les terres instables, a perdu ses repères et prend des risques inconsidérés. Les anciens savaient, titrait Le Monde après le tsunami de mars 2011 au Japon. Des stèles étaient placées auprès des villages de pêcheurs plantés en hauteur sur les collines littorales. Et elle disait « Ne construisez pas plus bas ». Ces zones sont restées préservées, intactes, alors que le drame s'est passé plus bas. Les précautions d'importance à l'égard des risques naturels risquent fort d'être dépassées par les conséquences du réchauffement climatique. Et parmi ces effets, la montée des eaux qui expose dramatiquement les pays traditionnels de polders, leurs pâtures, cultures, villages, à l'abri de digues devenues insuffisantes et qui appellent des protections encore plus fortes et encore plus hautes. Alors, après cette introduction, je vais vous faire un rapide commentaire des recommandations de l'ICOMOS, du symposium, qui commence par le rappel des recommandations du Grenelle de l'environnement en 2007, qui avait qualifié tout d'abord le territoire d'une nation comme patrimoine commun. Ça, c'est important. Et elle se retrouve intégrée et enrichie par les conclusions du symposium que la Déclaration de Paris a résumé ainsi, et qui déclare en premier lieu que le retour à un développement équilibré est vital. Il devra se situer à l'échelle territoriale, associant des données et expériences patrimoniales et pratiques participatives sur des armatures de nouveaux aménagements en relation organique et logique avec les trames traditionnelles et les échelles parcellaires. Alors, ces conclusions sur patrimoine et développement territorial se rassemblent en 3 chapitres principaux. D'abord, revitaliser bourgs et économies locales, encourager la conservation sélective et la réutilisation du patrimoine bâti des bourgs et villages ruraux afin d'en favoriser la revitalisation socio-économique, densifier les cœurs d'agglomération pour contenir l'éparpillement anarchique des constructions, encourager le maintien des activités artisanales et agricoles traditionnelles afin de conserver les savoir-faire et assurer la stabilité des populations locales. Conserver et remettre en service les patrimoines énergétiques durables de proximité et en développer les implantations dans un objectif de sécurité et d'économie. Deuxième ensemble de conclusions et de recommandations, contenir, limiter, répartir le développement urbain, conserver les quartiers anciens, encourager leur réhabilitation, bien sûr, diriger et orienter les opérations de réhabilitation, de densification en cohérence et en harmonie d'échelles parcellaires, vières, de volume, d'altimétrie avec les caractéristiques des développements urbains successifs, restaurer les notions de limites urbaines, encourager les développements territoriaux équilibrés. Pardonnez-moi, il y a une erreur d'image. Afin d'en répartir harmonieusement les activités, y compris éducatives, culturelles, touristiques et de loisirs. Et le troisième ensemble de conclusions, c'est quelque chose auquel on ne pense pas suffisamment. C'est économiser l'espace, qui est une valeur non renouvelable. Et ça, on l'oublie trop souvent. Économiser l'espace non bâti qui n'est pas renouvelable, conserver les paysages ruraux, leur organisation agraire, forestière et leurs échelles, conserver le patrimoine végétal et aquatique autochtone, protéger le patrimoine géologique, archéologique et les nappes souterraines, conserver les modes de communication d'échelle régionale, le patrimoine ferroviaire, les routes, les voies d'eau navigables pour le transport des personnes, des marchandises et des dessertes locales. Ceci, c'est l'histoire d'un très vieux chemin de fer qui reliait, comme on voit dans toutes les régions de France,
Là, en Sologne, ça reliait Argent-sur-Saudre à Leblanc. Et le train s'appelait Leblanc-Argent. Et c'est un train qui existait il y a un siècle, qui était voué à disparaître. Et il a fallu que ce soit une association qui se batte pour que, vous voyez l'image d'en bas, ce train renaisse. Et ce train sert énormément. Ce train est bondé. Et il ne va que faire des dessertes locales, ce qui permet de maintenir l'activité des populations et leur vie dans leur propre terroir. Conserver le patrimoine rural en assurant la réutilisation dans la cohérence de ses dispositions fonctionnelles, limiter strictement le mitage, conditionner le droit à construire au respect des paysages et des modèles traditionnels d'implantation et de regroupement. Et 2 propositions ont été exprimées, étudier la création d'un comité scientifique international consacré au développement territorial, ça c'est un projet ICOMOS international, développer le comité scientifique international sur les risques naturels est un 2e projet que nous avons lancé. Le retour à l'art de bâtir était le 2e thème du symposium et fait état d'abord d'un premier bilan, d'un premier constat sur la seconde moitié du XXe siècle qui avait été porté par la frénésie d'exploitation des énergies fossiles et qui a vu se généraliser des modes de vie et d'habiter selon un système dit moderne, en rupture avec les modèles traditionnels. C'est un modèle occidental, synonyme de réussite, de progrès, de modernité, qui s'est peu à peu généralisé et qui s'est même imposé aux pays en développement. Ici, c'est Hong Kong. Aujourd'hui, où les limites des énergies fossiles sont reconnues, que les objectifs annoncés sont ceux d'économie d'énergie, de recyclage, s'impose alors l'obligation de corriger profondément les caractères des bâtiments à construire, mais aussi tous les bâtiments existants, qu'ils datent de la seconde moitié du XXe siècle ou qu'ils soient antérieurs. Alors cela inspire des domaines de réflexion qui sont les suivants. D'abord, savoir regarder les constructions traditionnelles parce qu'elles révèlent à la fois des matériaux simples, généralement tirés de gisements de proximité, les carrières de pierre, d'argile, les forêts. Les mises en œuvre avec des tours de main, des savoir-faire spécifiques issus d'expériences transmises de génération en génération et qui sont parvenus à un certain degré de perfection. C'est ce qui se définit par le terme les règles de l'art, généralement non écrites, mais qui sont reconnues comme porteuses des usages et précautions optimales apportés à la construction. Les règles de l'art, c'est des arguments qui sont effectivement souvent utilisés dans des questions juridiques. Et enfin, ces matériaux, ainsi mis en œuvre et à condition de bonnes mesures de conservation, et qui sont étonnamment durables. Après savoir regarder, c'est savoir bâtir. Et c'est en référence aux qualités thermiques, acoustiques, structurelles du patrimoine traditionnel qui sont encore à découvrir et à quantifier, mais évidemment les outils manquent. Les matériaux dits modernes, portés par des lobbies puissants, soutenus par des travaux de laboratoire qui en qualifient les performances, déterminent alors des normes de référence qui disqualifient dans un contexte inégal les matériaux traditionnels et tendent à mutiler gravement les équilibres bâtis. Alors, parmi les matériaux, la chaux, par exemple, chaux vive et teinte en fosse, telle qu'on le voit encore dans certaines régions. Là, c'est une photo prise en Chine. J'en voyais il n'y a pas longtemps encore en Roumanie. La terre crue, qui est un des exemples qui couvre la planète, suivant des formes différentes, mais avec une sorte de constance assez étonnante. Matériaux comme le bois, par exemple, employés dans les pays de montagne ou dans les pays nordiques et scandinaves. Et puis, savoir bâtir, c'est aussi savoir choisir la bonne implantation, bonne exposition solaire,
au vent dominant, au rapport avec les nappes phréatiques. C'est en milieu urbain l'art de tracer les rues, la recherche de l'ombre, la recherche aussi de la circulation de l'air et de l'eau. C'est aussi la résistance aux effets de la normalisation qui commence à donner ses résultats, meilleurs outils de mesure des performances thermiques, en identifiant inertie par opposition à isolation. On parle toujours d'isolation, mais on oublie le rôle capital d'inertie qu'aucune isolation idéale ne saurait remplacer. Et je veux citer ici les nouvelles études qui se sont lancées par Battant et le CT de l'Est avec le concours des maisons paysannes de France. Et grâce à cette initiative, on va pouvoir progresser dans ces domaines. Patrimoine, meilleure réponse aussi aux risques d'incendie, mais aussi aux recherches de confort, où le patrimoine montre les effets de plusieurs siècles de sûreté. Par opposition au modèle culturel qui associe le patrimoine à de l'archaïsme, c'est-à-dire de l'anti-modernité, qui fait peur aux jeunes générations parce qu'il est assimilé à un statut social dégradé, c'est-à-dire anti-ascension sociale, anti-réussite sociale. Et c'est une des raisons pour lesquelles le patrimoine aussi est abandonné. Et c'est là où il faut, en quelque sorte, faire marche inverse. Le patrimoine qui apporte peu à peu une réponse qualitative supérieure en termes de qualité de vie et d'art de vivre. Se développent alors des marchés nouveaux, c'est-à-dire celui de savoir bien conserver et bien utiliser les matériaux et techniques traditionnels. C'est savoir restaurer, savoir transmettre. Et ici, je voudrais vous montrer un exemple d'atelier qui a été fait en Chine sur la réutilisation des techniques en voie de disparition, techniques de terre crue pour la restauration d'un mur de village, où les artisans, sur le point de prendre leur retraite, ont accepté de montrer encore leur capacité de restaurer. C'est aussi les transmettre, c'est-à-dire, là vous avez les ateliers de l'île d'Abo, où des écoles d'architecture emmènent les étudiants pour les confronter aux matériaux comme le bois. Ici, c'était un atelier sur la terre, dont on a de très nombreux exemples autour de l'île d'Abo. Et transmettre, c'est aussi ça. Ce n'est pas uniquement les artisans, c'est aussi aux donneurs d'ordre, c'est aussi ce que j'appelle les cols gris, c'est-à-dire les architectes qui sont entre les cols blancs et les cols bleus. Et puis, c'est aussi savoir créer, c'est-à-dire donner à ces valeurs patrimoniales un nouveau départ. C'est renouer avec le fil rouge rompu et créer un avenir fiable et moderne, sécurisé par l'expérience et le retour d'expérience. Ça, ce sont des logements sociaux qui se trouvent près de l'île d'Abo, logements sociaux construits en terre crue et qui ont été réalisés parmi les meilleures signatures de création contemporaine en architecture. Voici quelques détails de ces ouvrages. Mais voici un autre exemple, architecture en bois en pays scandinave, où vous voyez très très bien l'influence que cette architecture a pu avoir comme inspiration et comment elle a pu le développer ensuite dans un vocabulaire délibérément libéré de la copie et de l'imitation. Et puis un autre exemple ici, une fondation en Chine, au bord d'une rivière, où vous avez une écriture qui vous rappelle évidemment le paysage de la Chine, et quelques images, celle-ci en passant, pour vous montrer combien, avec un art de mettre en œuvre ces matériaux traditionnels, on arrive à créer des espaces de confort en harmonie avec le climat et avec les besoins modernes. Savoir habiter, ça aussi c'est important. Ce n'est pas uniquement le patrimoine qui devra faire des efforts, ça sera nous aussi. Ça sera ouvrir la réflexion sur les modes de confort et d'usage d'aujourd'hui, revoir nos prétentions en matière de confort, en matière de chauffage notamment, dont les niveaux ont démesurément augmenté durant les 2 derniers demi-siècles, et sans
revenir aux conditions drastiques d'autrefois, qui sont aujourd'hui évidemment dépassées. Il faut peut-être s'inspirer de manières de vie un peu plus saines. Il s'agit aussi de revoir l'utilisation des bâtiments selon leur logique, ne pas imposer de force des usages dans des locaux manifestement non adaptés, comme les granges, les combles, etc., au risque de dénaturer leur qualité propre. Puis c'est savoir également moduler l'occupation en fonction des saisons. Il faut oser fermer l'hiver des locaux non adaptés, y compris des musées, parce qu'ils sont en basse fréquentation touristique. C'est ce que font des pays scandinaves et qui représente un exemple, à mon avis, qui mérite d'être imité. Troisième thème qui est très important, même s'il n'est pas directement en prise directe avec le patrimoine, c'est quand même un thème qui est fortement en liaison avec le patrimoine. Le tourisme, en effet, est considéré de plus en plus comme source de richesse et d'enjeux d'investissement économique et politique, parfois imprudentes, voire dévastateurs. Le patrimoine est un des pôles d'attraction touristique les plus forts et subit donc de plein fouet les risques qui peuvent en découler. Qui peuvent découler de l'exploitation intensive des masses, qui peut risquer de se stériliser et qui peut risquer d'osciller entre fétichisation et muséification d'une part, ou caricature, parc d'attractions, on dit Disneylandisation. Ou, coupé de son contexte, le patrimoine risquera de disparaître et de ne plus laisser qu'une image vide de sens, ce qui est évidemment le contraire qu'on attend du patrimoine aujourd'hui. D'où le projet de tendre vers un tourisme durable, ou on dirait plutôt tourisme non pas soutenable, mais supportable, qui soit un véritable protecteur et révélateur du patrimoine. Alors, le patrimoine face au défi du tourisme, où il s'agit de maîtriser le flux du public, tant pour limiter l'érosion matérielle que pour le confort des visiteurs, et où on peut mesurer déjà les premiers succès, qui sont les grands sites. Celui-ci, c'est la Chaussée des Géants en Irlande, mais vous connaissez aussi la Pointe du Raz, qui a été une des grandes réussites de réhabilitation d'un grand site naturel. Il s'agit, pour faire face au défi du tourisme, de former, impliquer les acteurs de la conservation, de développer les outils de gestion. Il s'agit, pour faire face au défi du tourisme, de rendre perceptible, de révéler les qualités du patrimoine, préserver l'authenticité des lieux, assurer une interprétation juste. Et puis, remettre les populations locales au cœur des projets, réappropriation de leur patrimoine, redéployer les valeurs d'identification culturelle par les populations autochtones, mais avec dignité. Cette image de publicité m'a littéralement scandalisé. Et je pense que Claude Lévi-Strauss va se retourner dans sa tombe, si par hasard il en avait connaissance. Mais quelle ironie de montrer devant quelqu'un qui peut-être représenter celui qui a peut-être le mieux traversé tous les siècles dits de progrès en conservant sa culture, exposé en pâture devant les appareils photos d'un nombre innombrable de personnes qui sont dans ce bateau qu'on voit derrière et qui, à mon avis, tournent un peu le dos à la véritable culture et aux véritables identités culturelles dont on a besoin aujourd'hui. Dernier thème, enfin, développement et économie. Le patrimoine est-il facteur de développement économique? Longtemps, il a été considéré comme un facteur dépensier onéreux. Combien de fois on nous a dit « mais vous nous coûtez cher à vouloir conserver vos vieux murs, vos vieilles maisons ». Alors qu'en réalité, le patrimoine apparaît au contraire de plus en plus comme une ressource favorisant le développement économique et de cohésion sociale.
Alors, les têtes de conclusion auxquelles ce chapitre a ouvert, c'était mieux connaître les retombées économiques de la conservation du patrimoine. C'est un chantier difficile parce que c'est extrêmement difficile à mesurer. On se rend compte que l'activité économique à proximité d'un édifice ne se calcule pas uniquement au pied de l'édifice. Il se calcule aussi en transport qui vont vers cet édifice, en hébergement, en activités diverses qui peuvent se situer autour, et puis tous les autres patrimoines qui gravitent autour de cet édifice, qui tout d'un coup aussi sont intéressés parce qu'ils sont sur le lieu de passage. Donc ça, c'est un domaine qui est difficile à analyser, mais qui a donné d'ores et déjà des résultats absolument stupéfiants, où on se rend compte que le patrimoine rapporte beaucoup plus, à un coefficient que je ne saurais vous dire, par prudence, beaucoup plus que les investissements qu'il reçoit. Deuxièmement, mieux connaître les retombées économiques, c'est-à-dire non pas en quantité, mais qualitativement. Et enfin, développer les retombées économiques du patrimoine en favorisant les effets structurants sur le développement économique et la cohésion sociale. Alors, le colloque ne s'est pas achevé de cette façon, parce qu'en définitive, il s'est dit, mais il y a un sujet transversal. Il y a un sujet transversal qui réunit tous ces 4 thèmes dont je vous ai parlé. Et le sujet transversal s'appelle les acteurs et les moyens. Le rôle des populations locales et la sensibilisation des acteurs, la société civile, les élus locaux et nationaux vont jouer un rôle clé dans la conception et la mise en valeur du patrimoine comme facteur de développement et par la sensibilisation au patrimoine dans l'appropriation du processus de développement. L'appropriation du patrimoine s'effectuera d'abord par les actions d'information, de sensibilisation pour que la société civile puisse reconnaître et s'approprier les valeurs du patrimoine, puis les valorise par un développement durable. La formation professionnelle et l'amélioration des capacités des acteurs clés de la prise en compte de la préservation du patrimoine. Dans le développement que sont les architectes, les conservateurs, les gestionnaires de patrimoine, les planificateurs de développement, les investisseurs, les opérateurs du tourisme, mais aussi les artisans, les ouvriers, devront être par ailleurs développés. La formation professionnelle est un deuxième thème sur lequel un investissement extrêmement important doit être lancé. Troisièmement, il y a le cadre juridique où la protection du patrimoine dans le cadre du développement passe également par la création et l'adaptation des cadres institutionnels et juridiques au niveau local, national, international. Alors, c'est les conventions du patrimoine mondial, c'est aussi sur le terrain les réglementations et législations locales. Enfin, quatrième thème majeur, c'est la recherche, bien sûr. Un pays qui ne cherche plus est un pays qui meurt. Les instituts de recherche, les universités, les organisations d'experts comme ICOMOS et intergouvernementales comme l'UNESCO doivent renforcer leurs programmes de recherche et d'études associés à des projets et observations de terrain sur des outils d'analyse des performances physiques du patrimoine bâti, sur la valeur économique du patrimoine, sur l'impact du tourisme. Enfin, la liste est immense. Et évidemment, en y associant non seulement les professionnels, mais les acteurs du développement économique et financier. Et enfin, je terminerai par la coopération. Et cette image vous montre 2 choses. D'abord, des jeunes gens. Et ensuite, ça vous montre un groupe d'étudiants de 3 écoles. Une qui est l'école de Chaillot, la deuxième qui est l'école de Shanghai, et la troisième qui est l'école de Hangzhou, en Chine. L'ICOMOS pourrait renforcer ses coopérations et partenariats avec les institutions nationales et internationales conduisant des travaux sur le patrimoine et le développement, notamment l'UNESCO. C'est le cas du programme de tourisme du patrimoine mondial de l'UNESCO et du projet de recommandation de l'UNESCO sur la préservation du patrimoine et le développement durable du tourisme auquel participent activement l'UNESCO et ICOMOS. Je crois que j'ai terminé. Et si vous voulez prendre la parole pour lancer un débat, eh bien, je serai heureux d'y participer. Je vous remercie de votre attention. Merci Benjamin Mouton de nous avoir emmenés dans tant de pays du monde et pour nous montrer
que finalement le patrimoine, c'est notre cadre de vie de tous les jours. Et vous l'avez illustré à travers des images de plusieurs continents. Ceci étant dit, vous avez aussi montré les défis qu'il y a pour les citoyens, les décideurs, les professionnels du patrimoine, à faire en sorte que le patrimoine soit une contribution au développement et au bien-être du citoyen. Et donc, je voudrais maintenant donner la parole à la salle. Avez-vous des questions que vous souhaiteriez adresser à M. Mouton? Avez-vous... Oui, au fond. Il y a des micros. La dame va vous apporter le micro. Merci. Sabine Cadar. J'aurais une question. Je voulais savoir, ICOMOS, c'est Conseil international des monuments et des sites. Et ça m'interpelle en ce moment, d'autant plus particulièrement que l'État français est en train d'essayer de remettre en cause l'existence même de sites. Alors, quel est votre sentiment là-dessus et votre participation au débat actuel sur cette question? Par ailleurs, la charte de Venise, j'aimerais que vous puissiez rappeler un petit peu ce qu'elle apporte à la préservation du patrimoine, ainsi que la Convention de Florence. Et je voulais savoir si elles étaient toutes deux bien applicables dans le droit français. Benjamin, vous prenez en charge les deux questions, mais elles sont très différentes, donc il faudra bien qu'on fasse la distinction entre les deux. Je voudrais bien ajouter quelque chose sur la Convention de Florence, parce que j'étais associée aux travaux lorsqu'elle a été développée au Conseil de l'Europe. Alors, vous parlez de problèmes de sites en France qui seraient en péril. Oui, la notion de préservation, je pense que... alors, je vais répondre de deux façons. Il n'y a pas que la France, d'abord, qui se trouve avec un patrimoine en péril. La deuxième chose, c'est de vous dire, le patrimoine, c'est un combat permanent. On a fait des progrès immenses depuis que le patrimoine a été inventé. Le patrimoine, il est inventé, on peut dire, en qualité d'utilité publique. Il est inventé en 1830, avec le service des monuments historiques, puis ensuite les lois qui suivent. Bon, on peut déjà borner ça. On a fait beaucoup de progrès, mais ce n'est pas assez encore. Il faut continuer les débats, il faut continuer le combat. C'est ce que disait François Serret, c'est ce que disent toutes sortes de monde autour de nous. Donc, qu'il y ait dans ce combat des sites ou des édifices qui fassent les frais, en quelque sorte, de destruction, n'est pas surprenant. Et il faut continuer à agir, à insister. Et les organisations non gouvernementales comme ICOMOS, par exemple, et comme ICOMOS France, y contribuent dans toute la mesure du possible. Que le succès ne soit pas total est regrettable. En l'occurrence, c'est la notion même de site protégé qui est remise en cause, enfin qui serait remise en cause par des nouvelles lois. Voilà en tout cas ce qui est en question actuellement en France. Écoutez, là, je serais bien embarrassé pour vous répondre parce que je ne suis pas assez pointu sur la question de l'évolution des réglementations et de la préparation de la loi patrimoine, dont peut-être vous parlez. Donc là, je ne pourrais pas vous répondre. En revanche, vous avez posé une question sur la charte de Venise et la charte de Florence. Alors, je pourrais davantage vous répondre sur la charte de Venise que je connais bien, mais pas au point de vous la citer parce que ça serait impossible, puis ce n'est pas la peine. Vous savez, la charte de Venise 1964, elle a fait suite d'ailleurs aux conclusions du congrès d'Athènes du 1930 et quelques, puis aux conclusions du congrès des architectes et techniciens des monuments historiques de 1957 à Paris. La charte de Venise est un document qui a été très souvent remis en question, parce qu'évidemment, on se dit 1964, aujourd'hui, 2013, ça va faire bientôt 2014, ça va faire bientôt 50 ans, si je ne m'abuse. Et on se dit, elle est dépassée.
comme on le dit facilement des gens qui ont dépassé 50 ans. Et en réalité, il y a eu plusieurs colloques qui ont eu lieu sur la charte de Venise est-elle dépassée. Les conclusions de ces colloques, qui pourtant ont beaucoup ramé pour essayer de démontrer qu'elle était dépassée, ont tous conclu que vraiment, il n'y avait pas mieux que la charte de Venise et qu'elle était remarquablement écrite. Alors, elle n'a pas d'effet au titre de la législation. C'est en revanche un code ou un mode de réflexion et de travail pour la conservation du patrimoine. Pas seulement patrimoine bâti, mais patrimoine de site, et d'abord et d'ensemble. Et c'est une charte qu'il faut lire parce qu'elle est écrite avec une générosité, une ouverture tout à fait exceptionnelle, mais il faut la lire jusqu'au bout. Il faut la lire jusqu'au bout parce que quelquefois elle est mal interprétée. C'est les notions de lisibilité qui sont bien entendu souhaitables, qu'on distingue la restauration d'un élément authentique. Mais cette lisibilité, quelquefois, va jusqu'à mettre un nez rouge sur des opérations de réparation qui n'ont pas besoin de lisibilité. Il y a sur la réversibilité. Des travaux doivent pouvoir être réversibles, mais je me souviens d'un colloque auquel j'ai participé sur monuments historiques et nettoyage, ou plus exactement nettoyage des murs en pierre. Et une question dans la salle était, mais est-ce que le nettoyage est réversible ? Vous voyez, ça devient une espèce de dogme, de quelque chose, une espèce de mécanisme qui est très mauvais. Donc la charte de Venise, je pense qu'il faut la relire tranquillement, souvent, et jusqu'au bout, et ça c'est indispensable. Pour moi, c'est un excellent outil de travail, qui reste encore d'actualité et très très jeune. Alors, il y avait une question aussi très rapidement sur la convention de Florence sur les paysages. Pas la charte, parce qu'il y a aussi une charte de Florence sur les jardins historiques. La Convention européenne sur les paysages, en tant que Belge, je ne connais pas très bien la transposition en droit français. Mais ce que je peux vous dire, c'est que, premièrement, une convention ne devient obligatoire que si les États la ratifient. De mémoire, je pense que la France a ratifié la convention parce qu'il y a une réunion régulière des États partis à cette convention, et si je ne me trompe, cette réunion a été présidée par un Français, ce qui veut dire que la France aurait ratifié. Mais la France, même avant cette ratification, a toujours porté un très grand intérêt à la charte, à cette convention, parce que je dois bien vous dire que même les pays qui ne ratifient pas toutes les conventions, c'est un travail très dur de faire ratifier, de faire passer à l'Assemblée, etc. Comment dire, s'en inspirent tout de même dans leur pratique. Maintenant, elle n'est pas facile, cette convention, et elle considère les paysages comme des paysages vivants dont on peut augmenter la qualité à travers, les qualités paysagères. Donc, si vous souhaitez avoir des réponses très pointues sur les deux questions que vous avez posées, je serais ravie de vous mettre en contact avec des membres d'ICOMOS France qui ont une formation juridique et qui étudient ces questions. Il y avait une autre question là, oui. Je me présente, Jacques Ruttmann, président de l'association pour la création d'une chaîne de télévision nationale consacrée à tous les patrimoines, qui en est au stade actuel d'une proposition de loi à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous ne pensez pas que dans le domaine du patrimoine, dans tous les domaines du patrimoine, le problème de fond est aussi un problème médiatique ? Je vais vous donner encore un petit exemple. Ce magnifique salon, on va en parler aujourd'hui au journal quelques secondes parce que Madame la ministre nous fait l'honneur de venir l'inaugurer. Mais qui fera un reportage quotidien sur les métiers qui sont présentés ici ? Mais seule une chaîne de télévision consacrée à l'ensemble des patrimoines qui viendrait s'installer ici pendant 4 jours et émettrait tous les jours pour l'ensemble des Français. Donc est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a à œuvrer dans ce sens ? Moi, je suis évidemment d'accord avec vous.
ne plus parler du patrimoine, c'est considérer qu'il n'existe plus dans la société, donc il est mort en quelque sorte. Alors qu'en réalité, j'ai essayé de vous démontrer, de vous montrer, pas démontrer, mais de vous montrer par quelques arguments que ce patrimoine en a de plus en plus besoin. Non pas parce qu'il est bien, qu'il est joli, qu'il est intéressant, mais parce qu'on en a besoin, parce qu'il nous guide, il va nous guider. Donc la communication, évidemment, créer une chaîne de télévision sur le patrimoine, évidemment que ça serait merveilleux, ça serait magnifique. Puis-je ajouter une chose, c'est que vous avez aussi donné un autre élément important, c'est que ça ne suffirait pas, il faudrait que les autres chaînes, que tout le monde regarde, parlent de patrimoine, et beaucoup plus, et pas seulement parce qu'une ministre vient, mais parce que ce patrimoine doit intéresser tout le monde et doit appartenir, irriguer en quelque sorte notre vie quotidienne. Il y a une question au fond de la salle. Oui, un instant, on vous donne le micro, sinon on ne vous entend pas. Les journées du patrimoine attirent énormément de monde, donc c'est un petit peu à l'inverse de ce que vous dites. Ouais. Vous avez parlé des journées du patrimoine. Oui, effectivement, c'est une initiative française d'ailleurs que Jacques Lang ensuite a proposée au Conseil de l'Europe. Et c'est la seule initiative, à ma connaissance, conjointe du Conseil de l'Europe et de l'Union européenne d'emblée pour les journées européennes du patrimoine, parce qu'elles sont organisées dans plus de 40 pays. Chaque année, elles rencontrent des millions de visiteurs. Je ne pense pas qu'il y ait une autre manifestation culturelle à l'échelle européenne de cette taille. Et malgré tout, nous avons beaucoup de mal à faire entrer le patrimoine et les activités en faveur du patrimoine dans les autres programmes européens, comme par exemple les fonds de cohésion. La semaine prochaine, je participerai à une réunion qui va justement discuter de la place du patrimoine dans les programmes européens qui parlent plutôt d'économie et de social et pas uniquement de culture. Donc c'est très très important. Oui, madame. Oui, bonjour. Je voudrais revenir sur la question de l'information dont on parlait quelques instants. Et je suis ravie de la création d'une chaîne de télé, en tout cas d'un projet de cette nature. Vous nous avez montré effectivement que le patrimoine souffrait de ce manque d'information, mais plutôt d'un éparpillement tel qu'il est très difficile d'offrir une information fiable au public et une information centralisée, un minimum. Et j'aurais voulu savoir comment ICOMOS France mesure l'impact de son activité en termes d'information, de diffusion et de données à voir et à connaître au public, aux gens du commun, toutes ces entreprises sur le patrimoine. Samir Abdullah, qui est secrétaire général d'ICOMOS France, pourrait peut-être répondre à cette question. En réalité, je pense qu'il y a effectivement beaucoup de travail à faire. Si vous voulez, je pense que le patrimoine n'est pas un élément particulier. Le patrimoine, c'est en quelque sorte comme l'air qu'on respire. Ça devrait être comme l'air qu'on respire. Et je pense que plus on va le faire descendre de son estrade, plus on le mettra à la portée de tout le monde, plus chacun se sentira en familiarité avec ce patrimoine. À ce moment-là, à mon avis, oui, mieux on se portera. Mais sur les différentes actions menées d'une façon, comment dirais-je, organisée par ICOMOS France, je vous dirais juste une chose, c'est qu'ICOMOS France est un nombre d'adhérents qui est pas loin d'être 10% du nombre d'adhérents ICOMOS dans le monde entier. C'est la section nationale qui est la plus dynamique parce qu'elle a une action vers le terrain qui est considérable, par des activités de sensibilisation, par des journées de travail, par des visites, par beaucoup d'activités. Et donc, il y a une sorte de redéploiement de toute cette énergie qui se fait, qui évidemment ne peut pas faire forcément face à tout, mais qui est une véritable ruche dans laquelle, effectivement, on peut espérer qu'il va y avoir beaucoup d'actions à l'égard de la population, c'est-à-dire de tous ceux qui sont intéressés de près ou de loin au patrimoine. Mais peut-être, Samir, veux-tu ajouter quelque chose là-dessus ? Oui. Il faut bien resituer ICOMOS France
nous sommes aussi un réseau de réseaux avec des membres qui peuvent être des associations. Nous avons aussi des partenaires et c'est l'ensemble de ces réseaux qui peuvent contribuer à mener une action efficace. Ce n'est pas une simple association, même avec 1200 membres, qui peut avoir un impact suffisant sur un public de plusieurs dizaines de millions de personnes. Parmi nos adhérents, nous avons certains qui interviennent déjà en milieu scolaire, qui commencent à sensibiliser les enfants à l'intérêt du patrimoine sous toutes ses formes, y compris dans des villages, de simples villages. Et c'est l'effort de tous, bien coordonné, bien intégré, qui peut obtenir un impact suffisant, mais il est certain qu'il y a encore beaucoup à faire. Il y a une question ici devant. Je pense que c'est l'avant-dernière question parce que le temps coule. Bonjour. J'en profite pour la dernière question. Et j'ai une question à vous poser parce que j'ai vu que vous avez montré pas mal des photos sur la Chine. Et j'ai une question par rapport à mon pays parce qu'on voit très bien que maintenant, dans un côté, on voit très bien l'urbanisation accélérée dans la société contemporaine chinoise. Mais de l'autre côté, on voit aussi que les Chinois ont déjà commencé à réétudier leur passé en utilisant les matériaux modernes, comme ils essayent de reconstruire les anciens bâtiments en utilisant les matériaux modernes. Et comment pensez-vous par rapport à ces situations? Et d'ailleurs, est-ce que vous pensez que c'est aussi une autre manière d'interpréter le passé qui est très différent par rapport à celle en Europe? Merci. Merci pour cette question, parce que depuis une dizaine d'années, l'école de Chaillot est en coopération avec l'université de Tongji à Shanghai. Des architectes en formation, des architectes déjà diplômés qui sont en formation de DSA pour diplôme de spécialisation en architecture pour le patrimoine, travaillent avec leur homologue, en quelque sorte, architecte de l'université. Ce que j'observe en Chine, pour y aller très, très, très fréquemment, c'est que, évidemment, on voit un pays qui subit de plein fouet un développement urbain extrêmement dévastateur, qui se fait sur un modèle occidental. Et là, je dois dire qu'on ne comprend pas bien. Et parallèlement, il y a à l'université, mais pas uniquement à l'université, des voix qui s'élèvent depuis déjà très longtemps, avec beaucoup de courage, et qui disent « mais non, ce n'est pas la bonne voie ». Et qui lancent en quelque sorte une sorte de contre-offensive, tout au moins un contre-projet, en faveur justement d'un meilleur respect du patrimoine, et puis surtout, un meilleur respect de la culture chinoise. Et peu à peu, ça prend forme, peu à peu, ça avance. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que dans ce pays, tout va tellement vite qu'à peine on a commencé à dire « mais le patrimoine est intéressant » que déjà, c'est devenu des projets des régions. Je vois des régions entières qui ont un véritable investissement sur le patrimoine, plus tant en ce qui concerne les grandes villes comme Shanghai ou autres, mais pour des villages ou des bourgs ruraux. Et là, je pense qu'on voit se dessiner quelque chose, une prise de conscience qui va assez vite et qui va permettre très vraisemblablement de rattraper le temps perdu, voire de dépasser même les consciences que nous avons en Occident. Et ça serait un très, très grand succès. Alors, je profite de votre question aussi. Il y a dans votre pays
un architecte qui est un ami personnel, mais qui est très célèbre, c'est Wang Shu. Wang Shu, c'est le dernier Pritzker Prize d'architecture, qui a construit des édifices tout à fait extraordinaires avec des matériaux de récupération et beaucoup d'utilisation de béton. Et puis, il y a quelque temps, il me disait, le béton, je ne veux plus travailler avec le béton. Le béton est destructeur, tant en ce qui concerne les modes de fabrication qu'en ce qui concerne ensuite ces implantations. Et il me dit maintenant, je vais construire en terre crue. Alors je trouve que l'image est merveilleuse parce qu'un des plus grands architectes modernes du monde va se donner comme objectif de travailler avec les matériaux traditionnels, récupération ou matériaux traditionnels en terre crue. Moi je trouve que là l'image est merveilleuse et est à même d'avoir beaucoup d'espoir au travers de la question que vous avez posée, en particulier la Chine. Oui, justement, à propos de la Chine, nous sommes bien conscients que c'est un grand pays, quasiment un continent, et que son patrimoine n'est pas suffisamment connu à l'extérieur. En tout cas, il y a déjà une coopération qui se développe entre la France et la Chine, en particulier l'école de Chaillot a des antennes sur place. Et notre prochaine conférence ICOMOS France, après le Salon du patrimoine, sera le 4 décembre et nous avons invité Alain Marinos, qui est l'un des enseignants de l'école de Chaillot, qui va nous parler de la conservation du patrimoine en Chine, en milieu rural et urbain. Merci de votre attention à tous. Nous arrivons, je crois, à la fin. Il y a encore une question tout à fait à la fin, parce que j'avais dit que c'était l'avant-dernière. Alors, oui. Allô, vous m'entendez ? En fait, j'ai une question c'est toujours par rapport à la conservation du patrimoine en Chine. Est-ce que, comme ICOMOS, c'est une organisation internationale, est-ce que vous pensez comment vous pouvez, avec votre projet actuel, avoir une sensibilité dans la décision publique, hein, surtout dans des grandes décisions par rapport à la conservation en Chine? Alors, comme vous le savez, ICOMOS a des comités nationaux dans les différents pays qui regroupent les professionnels du patrimoine dans les pays. Et il se fait que nous avons un comité ICOMOS Chine qui, au départ, était un petit comité et qui ne cesse de se développer avec de plus en plus de jeunes et professionnels, mais aussi des personnes très, très expérimentées. Et là, je rejoins un peu la question précédente. Je voudrais tout de même vous dire que dans aucun pays du monde, il n'y a qu'une seule façon d'approcher le patrimoine. Et c'est la raison d'être d'ailleurs de l'ICOMOS, c'est d'avoir un échange et un débat et d'apprendre les uns des autres. Et ce qui est extraordinaire en Chine, c'est la taille du pays et c'est la rapidité de l'évolution du pays. Et probablement qu'un des postes les plus difficiles au monde, c'est d'être aujourd'hui le directeur du patrimoine en Chine, le patron de la SAC. Mais j'ai assisté à plusieurs réunions avec l'administration du patrimoine en Chine, et je peux vous dire que ce qu'ils essayent de faire, c'est de faire prendre conscience dans les régions et dans les grandes villes, etc., de l'importance du patrimoine, justement, pour qu'ils puissent conjuguer patrimoine et développement. Évidemment, c'est une question de très, très longue haleine, mais je sais qu'ils font énormément d'efforts pour arriver. Et personnellement, j'ai vu des exemples qui sont des très grandes réussites. Il est vrai aussi qu'il y a des exemples dont a parlé Madame qui sont peut-être moins bien réussis. On a recréé de toutes pièces un patrimoine
qui ressemble plutôt à ce qu'on appellerait chez nous une grande chaîne de magasins avec des escaliers roulants, etc. Mais quelque part, ça veut tout de même dire qu'il y a à nouveau un intérêt pour le patrimoine, et donc je ne désespère pas que finalement toutes ces actions conjuguées, à la fois des habitants, des professionnels du patrimoine et des administrations, vont aider à créer le cadre de vie pour les citoyens avec l'élément du patrimoine, puisque le patrimoine en fait partie indissociablement. Je ne sais pas si ça a répondu à votre question, mais c'était plutôt un message d'espoir que je voulais vous donner. Il est malheureusement l'heure de nous quitter. Je tiens à vous remercier beaucoup pour votre participation et pour les bonnes questions. Et pour ceux qui souhaitent continuer les échanges sur ce thème, je vous rappelle que samedi, à 4h moins le quart et à 5h15, il y a 2 autres conférences organisées par ICOMOS France qui vont prolonger ce thème. Merci beaucoup.